dit Janelle, j'ai étudié biologie parce que j'ai toujours été intéressée par le fonctionnement du corps. Et j'ai travaillé dans le monde de la santé, mais j'ai vite réalisé que en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas du tout de guérir, parce que je partais du principe que notre corps étant aussi parfait que ça, ne devrait pas tomber malade, ou ne devrait pas subir des dysfonctionnements si on s'occupait bien de lui. De la même manière qu'on s'occupe bien, surtout vous, les messieurs, de vos voitures, et que vous mettez la bonne huile dans la voiture et la bonne essence. Notre corps, c'est pareil. La seule chose qu'il demande, c'est d'être bien nourri et qu'on s'occupe de lui et qu'on ne lui donne pas des produits ou des aliments, des choses qui vont lui nuire. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici parce que ce sont réellement alimentation et santé sont vraiment mes thèmes préférés. Et je suis très heureuse que vous ayez rajouté le mot plaisir parce que c'est important aussi. L'être humain a besoin de plaisir pour faire des choses, il est programmé pour être attiré par le plaisir et pour fuir la douleur. Donc, si dans notre imaginaire, on pense que l'alimentation santé, c'est pas bon, on n'aime pas trop le goût, c'est sûr qu'on ne va pas y adhérer aussi facilement. Et là, on est ici pour vous dire que, au contraire, le plaisir, ça fait partie intégrante de cette alimentation santé. Alors, avant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'entreprendre et de communiquer autour du bio, c'est important de comprendre notre situation aujourd'hui. Je pense que personne n'est inconscient ou même aveugle de la situation de la santé publique au Maroc. Je parle du Maroc parce qu'on est là et c'est important d'en parler parce qu'on pense qu'au Maroc, les gens mangent bien, on est un pays d'agriculture, donc on produit des produits magnifiques. Mais la situation, au fond, n'est pas tout à fait celle-là. Et malheureusement, on voit des cas de cancer, des maladies cardiovasculaires, Alzheimer, des maladies auto-immunes, tout ce que voient l'Amérique, les États-Unis, l'Europe, tout ça est en train d'arriver au Maroc à grande vitesse et on le vit. Je pense que malheureusement, on a tous dans notre famille, plus ou moins proches, des personnes qui sont atteintes de ce genre de maladie. Et c'est important de comprendre pourquoi, parce qu'on n'est pas obligé, obligé de subir tout ça. Et je suis convaincue, mais vraiment convaincue, que notre alimentation et la manière dont on mange et dont on vit, c'est la raison pour laquelle on tombe malade comme ça. Et j'aimerais revenir un peu sur l'histoire de l'alimentation et de l'industrie agroalimentaire dans le monde et de savoir que le Maroc n'est pas épargné. Aujourd'hui, avec la globalisation, le Maroc a tous les produits qu'on retrouve dans le monde. Et d'ailleurs, ces 50 dernières années, la santé publique au Maroc s'est beaucoup dégradée. Et moi, je suis convaincue que c'est directement lié à notre manière de manger. Il fut un temps où on mangeait l'alimentation et le régime méditerranéen, avec beaucoup de crudités, des fruits, des légumes crus, un peu de viande, beaucoup d'huile d'olive, du poisson, et les gens se portaient très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies? Moi, j'ai 20 minutes pour parler, donc c'est très court. Mais j'aimerais quand même pouvoir donner un ensemble, une vue globale qui ait un sens. Parce que l'objectif de cette réunion, et l'objectif, à chaque fois que je prends la parole, j'ai un objectif, c'est de pouvoir clairement identifier et transmettre aux personnes la situation pour que les personnes puissent prendre des décisions eux-mêmes pour changer. Parce qu'il faut changer. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument changer notre manière de nous alimenter. Et l'objectif d'une prise de parole comme ça, c'est de convaincre, d'inspirer les personnes qui ont envie. Si vous êtes là, c'est que c'est un thème qui vous parle, que vous avez envie de comprendre. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi ces choses arrivent, que toutes ces maladies existent. Et c'est de pouvoir transmettre à vous
assez d'informations pour que vous soyez capable, vous, de prendre des décisions qui vont être bien pour vous et pour votre santé. Donc si on comprend l'histoire et comment on en est arrivé là, on est mieux à même de prendre des décisions pour nous. On va retourner un petit peu au XXe siècle. Moi, j'ai identifié 3 choses qui sont arrivées pendant le XXe siècle et qui a fait que notre hygiène de vie au niveau alimentaire s'est beaucoup détériorée. 3 choses pour être sain. La première chose, on va parler des graisses hydrogénées. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que sont que les graisses hydrogénées? Alors, pour vous expliquer, au début du XXe siècle, le transport de l'huile liquide était problématique, parce que ça coule, parce que voilà, c'est pas pratique. Il y a une personne, un monsieur Sabatier, qui a créé ce processus où il envoie de l'hydrogène à haute température et haute pression sur des huiles végétales, l'huile de tournesol, l'huile de soja, et les huiles se solidifient. Dans ce process, vous changez la nature de cette huile, mais pour la cuisson, pour les pâtisseries, pour même le transport, pour la conservation des produits, comme des cakes, des biscuits, des biscuits salés, des pizzas, des plats préparés, ces graisses sont beaucoup plus stables et ne s'oxydent pas et durent beaucoup plus longtemps. Et donc, cette habitude dans l'agro-industrie d'utiliser ces graisses hydrogénées s'est mise en place et ça a continué. Ça, c'est une chose. Je vous parle de ça. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel supermarché, tous les produits transformés à 98% ont ces graisses hydrogénées et sont fabriqués avec ces graisses hydrogénées. C'est pour ça que les biscuits industriels que vous achetez, ils peuvent tenir 1 an. C'est pour ça que tous les plats préparés ne s'oxydent pas aussi facilement. Et c'est pour ça que maintenant on met, si vous voulez, les viennoiseries pur beurre. Voilà pourquoi, parce que normalement on se dit les viennoiseries c'est toujours pur beurre. Ben non, c'est parce que la majorité a ces huiles hydrogénées. Donc, huile hydrogénée. Deuxième chose qui a changé au milieu du XXe siècle, vous savez que pendant la guerre, surtout la guerre du Vietnam, les industries pharmaceutiques, les grosses boîtes pharmaceutiques, ont inventé ce qu'on appelle l'agent orange, qui est un défoliant, un herbicide, qu'ils ont aspergé sur la jungle vietnamienne pour que les feuilles tombent. Vous êtes au courant de ça? Voilà. Donc ils ont aspergé pour que les feuilles tombent. Ça a fait beaucoup de dégâts au niveau de la santé chez les Vietnamiens et les personnes qui étaient là-bas. Et après la guerre, ils ont dit, écoutez, on a ces produits, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser comme désherbants dans l'agriculture, comme produits pour aider à produire plus? Et voilà comment a commencé les pesticides et les herbicides dans notre agriculture, avec les produits chimiques que l'on ingère dans les produits, les légumes, les fruits que l'on mange. Et ça va de mal en pire, et c'est venu au Maroc. Et ce agent orange, c'est en fait le parrain de ce qu'on appelle aujourd'hui le glyphosate, qui est un désherbant qu'on utilise très couramment dans l'agriculture. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est dans les années 70, aux États-Unis, Nixon avait fait une promesse de campagne électorale et avait dit qu'il allait stabiliser le prix des matières premières, comme le sucre. Par exemple, le sucre fluctuait beaucoup sur le marché mondial. Et il a promis qu'à la fin de son mandat, que les Américains ne dépenseraient que 10% de leurs revenus dans l'alimentation. Alors imaginez, dépenser 10% de votre revenu, ça veut dire qu'il fallait vraiment produire des aliments, voilà, bon marché et bas de gamme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un surplus de maïs. Et quelqu'un a inventé ce procédé d'extraire le sirop de maïs de ce surplus de maïs, transformer le maïs pour en tirer
du sirop. Et ça a été le début de ce qu'on appelle, en anglais, je vais vous dire en anglais, après en français, le high fructose corn syrup, c'est-à-dire le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ça, c'est un sucre qui est très très bon marché, qui est produit à partir de maïs qui est très bon marché, de maïs qui est OGM, organisme génétiquement modifié, et qui est partout dans tous les produits industriels, qu'ils soient sucrés ou salés. Partout. Donc vous avez les huiles hydrogénées, qui sont à base d'huile de soja, qui lui aussi, 98% du soja mondial est OGM, est génétiquement modifié. Donc vous avez cette huile hydrogénée, vous avez le sucrant qui est le sirop de maïs, et vous avez les pesticides. Si je prends juste ces trois choses qui sont partout dans notre alimentation, vous pouvez comprendre que si vous mangez industriel, si vous arrêtez de cuisiner avec vos ingrédients et que vous savez ce qu'il y a dans votre assiette, vous allez ingérer ces trois choses. D'où les cancers, d'où les syndromes métaboliques qui sont le diabète, le cholestérol et l'hypertension, parce que les huiles hydrogénées, aujourd'hui c'est prouvé, hein, je ne vous parle que de choses qui sont scientifiquement prouvées. Les huiles hydrogénées augmentent le cholestérol, le taux de cholestérol. Le fructose, le sirop de maïs à haute teneur de fructose, le foie, il ne sait pas quoi en faire, c'est beaucoup trop de fructose, il produit du cholestérol. Donc c'est pas, par exemple, un avocat ou des amandes ou du beurre même, qui vont vous donner du cholestérol. Si vous mangiez ça et que vous ne mangiez pas les huiles hydrogénées, le sirop de maïs et autres, vous n'auriez pas de problème de cholestérol. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, on n'en parle pas. L'industrie agroalimentaire a trouvé un moyen de faire des aliments très bons, dont on s'est habitué, parce que le palais s'habitue. Comme il y a du sucre dans tout, il a créé une addiction au sucre. L'addiction au sucre est mondiale, et il faut savoir qu'elle est encore plus importante que l'addiction à la cocaïne ou à d'autres drogues. Et donc ça, c'est l'état actuel des choses. Alors je ne veux pas vous déprimer, parce que ça a l'air d'être catastrophique, mais pour qu'on puisse changer, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et il faut qu'on sache, pour nos enfants surtout, là où on devrait commencer. Alors, c'est la raison pour laquelle, ça c'est un peu l'histoire, et c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je crois beaucoup dans le bio et que j'ai voulu, il y a une dizaine d'années, en voyant d'une part l'état de santé des Marocains, mais d'autre part aussi, je dirais, bon, oui, c'est de l'ignorance, mais c'est surtout comme une transe, comme si les gens sont hypnotisés et qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Aujourd'hui, avec toutes ces maladies, les gens commencent à réfléchir, ils commencent à se dire, bon, il y a peut-être quelque chose, effectivement, qu'on est en train de faire qui n'est pas bien. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas où commencer. Et dans nos magasins, ces 10 dernières années, j'ai vraiment vu l'évolution des choses où les gens de plus en plus veulent savoir, veulent s'informer. C'est pour ça que je ne refuse jamais de venir parler, parce que l'expérience, j'ai beaucoup de choses à transmettre et que j'ai vues et que j'ai vécues avec nos clients, des exemples, des témoignages qui sont impressionnants. Et je sens que voilà, ma mission un petit peu, c'est de transmettre, juste pour que les personnes puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui ne savaient pas, qui pensaient bien faire pour ses enfants, qui pensaient bien faire pour eux-mêmes et qui n'avaient pas d'information. Donc la transmission est très très importante. Pourquoi le bio? Alors, si on étudie qu'est-ce qu'est le bio, ces trois choses dont j'ai parlé, les huiles hydrogénées, le fructose, le sirop de maïs, high corn fructose syrup, et les pesticides sont bannis. Donc déjà, on peut être sûr de la traçabilité de ces produits, savoir d'où ils viennent, comment ils ont été produits.
Le bio qui fait attention à la santé va limiter les rajouts de sucre. Maintenant, bio ne veut pas dire régime, hein, attention. Il y a des biscuits, il y a du chocolat, délicieux, il y a beaucoup de choses plaisir. Mais on peut se faire plaisir sans se faire du mal. Parce que le corps est quelque chose de fantastique, et je reviens toujours à ce corps qui nous veut du bien et qui est là pour nous. Le corps a ce qu'on appelle cette capacité de retrouver un équilibre qui s'appelle l'homéostasie. Et du moment qu'on donne au corps, en général, ce dont il a besoin, même si on fait des petits écarts, même si on fait partie socialement, on sort, on fait partie d'une communauté, on a quelquefois des occasions où on ne peut pas refuser de manger quelque chose, mais si nous, chez nous, dans notre maison, on a des habitudes alimentaires saines et on sait comment manger, et au jour le jour, on s'alimente bien, notre corps, qui est notre ami et notre compagnon, saura très bien comment évacuer, détoxifier le corps naturellement, si de temps en temps, voilà, vous faites des écarts. Donc, ça c'est très très important, parce que j'ai souvent rencontré des gens en train de dire, mais alors qu'est-ce que je vais manger? Alors quand on me dit ça, je comprends qu'il y a une addiction quelque part, qui fait que on est habitué à manger d'une certaine manière et on ne sait pas comment sortir de cette manière de manger, comment changer nos habitudes. Et quand on s'intéresse au bio et qu'on voit les produits, les différents produits qu'il y a qu'on ne trouve pas dans le conventionnel, on redécouvre la panoplie de produits qu'on est capable de consommer et on apprend à avoir chez soi des produits qui sont bons pour la santé, des produits qui vont être à moins de sucre, qui vont être naturels, sans toutes ces huiles hydrogénées, sans des sucres rajoutés, surtout sans les pesticides. Et donc réapprendre à s'alimenter avec des aliments nouveaux, ça a été ma mission. Au début, quand j'ai ouvert il y a une dizaine d'années, les personnes m'ont dit qu'est-ce que tu fais? Qui va manger ça? Quinoa, on ne sait même pas comment le prononcer, mais qui va manger ça? Et des boissons végétales, qui va vouloir des boissons végétales, des coco, des choses comme ça? Et ces mêmes personnes qu'aujourd'hui me disent, mais on ne sait plus comment on mangeait avant, sans ces choses-là. Donc, 20 minutes, c'est très court. Et on me dit, là, 2 minutes, donc il va falloir que je vais prendre des questions. Mais le but de mon intervention, c'est de vous choquer un petit peu, de vous secouer un petit peu, de vous dire, j'espère que vous dites, tiens, elle a dit des choses qui sont... Mais peut-être qu'elle a raison quelque part. Et surtout de vous pousser à faire attention à vos enfants. Parce que ça commence très très tôt. Moi, quand je vois des mamans en train de donner des goûters à 1 dirham ou des biscuits pour le goûter des enfants, mais quand ils sont comme ça, mais il n'y a que les huiles hydrogénées et le high fructose corn syrup. C'est tout ce qu'il y a dedans. Avec des farines médiocres et du sucre, c'est tout ce que c'est. Et donc vous donnez l'habitude à votre enfant d'aimer, parce qu'ils aiment, parce que c'est vrai que c'est bon, ça. On peut dire que c'est bon quand on est habitué à ces choses-là, on peut comprendre, mais c'est très addictif. Et donc après, quand j'entends, ah mais mes enfants, ils n'aiment pas les concombres et les carottes, et ben oui, c'est normal, hein, si vous leur donnez des goûters depuis qu'ils sont petits, si vous rajoutez du sucre dans le lait, dans le biberon, si vous faites toutes ces choses-là, le palais s'éduque et vous arrivez à une addiction naturellement qui est très difficile à défaire. Donc, pensez à vos enfants pour moi. Et dites-vous que la génération qui aujourd'hui est en train d'enfanter, c'est une génération qui a grandi avec des fast-foods, avec la malbouffe.
Et donc, il faut vraiment transmettre pour qu'ils sachent comment. Et c'est ça le but. Bon, moi je vois que j'ai dépassé un petit peu, donc je suis prête à prendre des questions et à répondre je suppose que vous avez un peu bousculé et que vous avez des questions. Donc, Merci beaucoup. Zénoub, c'est motivant de t'écouter. Tu vas parler tout à l'heure, on va parler d'arrêter. Je ne voulais vraiment pas l'arrêter, mais c'est mon travail de faire le timekeeper. Il y a des gens qui sont là, il y a des programmes et tout ça. Mais si vous voulez encore l'entendre parler, c'est facile, posez-lui une question. Parce que là, on a encore un peu de temps, donc à peu près, comme on l'avait dit, une vingtaine de minutes, pour vraiment écouter les réponses aux questions. Allez, on va faire passer. Voilà. Bonjour, votre exposé est très intéressant, merci beaucoup. Nous avons appris beaucoup de choses, mais il y a toujours un mais, c'est que moi j'arrive d'une société d'un groupe agroalimentaire. Il y a plus de 20 ans, nous avons essayé de produire des produits, donc je ne citerai pas le nom, bio. D'abord, il fallait aller en amont, chez le filet. Est-ce que le filet va vouloir traiter, ou du moins ne pas traiter la terre pendant au moins 3 ans? Donc, c'est un coût. Les Marocains n'étaient pas à l'époque capables de supporter ce coût. C'était des sociétés françaises, des chaînes internationales qui sont venues et qui ont sollicité et qui ont voulu payer le prix. Certains filets trichaient. Donc, d'abord, est-ce que le bio est réellement bio? Ça d'une part. Donc, nous avons pu faire ce qu'on fait. Nous avons exporté. Certains Marocains, mais d'une certaine catégorie, ont réclamé ça. Nous ne pouvions pas produire parce que la quantité était minime. Donc, le coût était beaucoup plus élevé. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas. J'ai rien que tout ça pour arriver à vous dire. Tout ce que vous nous avez dit est très beau, mais est-ce que les Marocains sont capables, ont les moyens de payer ce prix? Quand la femme a 3 ou 4 enfants, il va acheter un biscuit pour ses enfants de 1 dirham, celui de bio est au moins 3 fois plus cher. Je vous remercie. Ce n'est pas à la portée de tous les Marocains. La question du problème du prix. Déjà, vous interpellez sur le fait que vous êtes en contrôle de ce que vous mettez dans votre bouche. C'est sûr. Vous n'êtes pas obligé de donner à votre enfant, que vous ayez les moyens ou pas, vous n'êtes pas obligé de donner à votre enfant des produits qui vont lui faire du mal. On est au Maroc, on cuisine à la maison, on fait des choses. Il y a des alternatives, et il y en a, qui ne coûtent pas plus cher. On n'est pas obligé de faire quelque chose qui va faire du mal à son enfant ou à soi-même, parce qu'on n'a pas le choix à cause du prix. On a toujours vécu dans un pays bio où il y a des ressources, et on peut trouver, il faut juste être convaincu que vous ne voulez plus donner à votre enfant ou manger quelque chose qui va lui faire du mal. Maintenant, en termes de bio, aujourd'hui, il y a la loi qui est sortie, et M. Chibel est là pour nous en parler en plus de profondeur s'il le faut. C'est encadré par une réglementation qui est très stricte. Et les personnes, les producteurs bio sont connus, et il y en a, on espère de plus en plus, on en a ici. Ils sont connus, ils sont certifiés par des certificateurs qui sont agréés par le gouvernement et le ministère, comme en France, comme en Europe. Et bien sûr, vous ne pouvez pas aller chez n'importe qui dit bio. Mais aujourd'hui, il y a la loi. Et il y a des producteurs qui ont le bio dans le sang. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, vous les connaissez, ils ne mettront jamais de produits dans un aliment. Et donc, il faut bien commencer quelque part. Au niveau du prix, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est cher, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Mais alors on fait quoi? On continue à ignorer et à être hypnotisé
et à manger des choses qui sont pas bonnes pour la santé, ou est-ce qu'on va dire on va prendre des décisions? Vous savez, ma mère me racontait que dans les années 50, elle était fumeuse à l'époque, dans les années 50, ils fumaient, tout le monde fumait, et la cigarette n'était pas reconnue comme étant dangereuse. Les gens ne savaient pas, elle a dit vraiment, on ne savait pas. La seule chose, c'est que c'était pour les adultes, pas pour les enfants. Mais on ne savait pas. Elle a dit qu'on fumait dans la voiture avec les enfants. Elle a dit, nous, on ne pensait pas que c'était mauvais. Qui fumerait aujourd'hui dans la voiture avec les enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fumerait? Non, parce que les gens ont appris. Même les gens qui résistent sur le bio, il y a beaucoup de résistance, qui disent « Oh, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est bio ?» Ou bien qui disent « Oui, mais tout est contaminé, donc bio, pas bio, il n'y a pas vraiment de bio. » Alors imaginez que quelqu'un aujourd'hui vous dise « Oh, l'air, de toutes les façons, l'air est pollué, alors tant qu'à faire, même si je fume à côté d'un enfant, de toute façon, même ce qu'il respire n'est pas bio. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est une résistance qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre parce que si on réfléchit comme ça, la masse ne changera pas. Et c'est dommage. Et il y a un pays qui a montré, qui a vraiment prouvé, malgré toutes les difficultés, que les choses peuvent changer quand ça vient de la base, de la masse des consommateurs. Ce sont les consommateurs qui décident. C'est le Danemark. Et le Danemark, un jour, va devenir un pays entièrement bio. Parce que la population danoise refuse d'être hypnotisée et refuse d'accepter tous les arguments qui existent. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils payent aujourd'hui pour être sains, ils ne le payeront pas plus tard pour se guérir de maladies qu'ils ont eues, parce que on est vraiment dans un cercle vicieux. Les gouvernements ne s'en sortent plus avec toutes ces maladies. C'est insensé, ces maladies, insensé. Quand on sait qu'avec une alimentation saine, on n'a pas besoin d'avoir de maladies cardiovasculaires, on n'a pas besoin d'avoir d'hypertension, de cholestérol, de diabète, de cancer. On n'est pas programmé pour ça. On est programmé pour vivre jusqu'à un certain âge, bien, tranquille, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour. Et ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher de ne pas le faire que de payer aujourd'hui un petit peu plus pour le